Nous sommes samedi 31 août. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dans un peu plus d'un an, la fourniture d'électricité de la ville de Nara sera confiée à Énergie du Mali, une activité assurée présentement par la Madère. Le processus a déjà annoncé ses couleurs hier avec le lancement des travaux de construction de la centrale hybride de la ville par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Les installations qui produiront une puissance de 810 kW coûteront 4 milliards de francs CFA. Nos envoyés spéciaux à Nara, Ibrahim Koulibaly et Mohamed Diarra. C'est une population de Nara en liesse qui est sortie massivement ce jeudi soir pour accueillir le président de la République par intérim, lui-même natif de la localité. Le professeur John Kounda Traoré ouvre ainsi une nouvelle page dans l'histoire de Nara à travers la pose de la première pierre de la centrale hybride de Nara ce vendredi. Une centrale qui sera alimentée à partir de l'énergie solaire et thermique. Le projet de centrale hybride de Nara, objet de la présente cérémonie, comprend les composantes ci-après. Un générateur solaire photovoltaïque de 810 kW crête, 2 onduleurs de 500 ampères-heure, 2 batteries de 1400 ampères-heure, 3 groupes électrogènes dont un de 650 kVA, un de 400 kVA et un de 275 kVA. La réhabilitation et l'extension du réseau existant. L'adduction d'eau de la centrale. Le coût du projet, y compris les équipements connexes et le remboursement de la participation de l'opérateur Amadère, est évalué à environ 4 milliards de francs CFA, hors droits de douane et taxes, mais incluant les frais financiers. Le financement est assuré entièrement par un pool bancaire du Mali. Dans un an et demi environ, l'Amadère laissera donc la place à l'EDM SA pour l'électrification de la ville de Nara. Un projet gigantesque dont l'importance est indéniable sur le développement de la ville. En clair, l'énergie sera fournie 24 heures sur 24 au lieu de 5 à 8 heures comme c'est le cas jusqu'à ce jour. La pose tout de suite de la première pierre de cette infrastructure nous ouvre les horizons radieux. Elle nous réconforte, nous redonne confiance, nous plonge dans une quiétude totale et nous renforce dans le dur combat que nous menons et quotidiennement pour assurer notre survie et apporter notre contribution, si modeste soit-elle, à l'effort de développement local, voire national. La centrale sera bâtie sur une superficie de 5 hectares. L'entreprise chargée de la réalisation promet de respecter le délai contractuel qui est de 17 mois. Cette centrale hybride ne manquera pas de voir le jour dans le meilleur délai. Et cela conformément au programme de travail approuvé par les autorités compétentes. La réalisation de cette centrale intervient après celle de Oulissébougou. Les centrales de Bankas, Koro et Tonia sont en cours de réalisation. Ansongo et Djema vont suivre très prochainement selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Maka Ali Tunkara a salué l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la réalisation de ce projet. Le président de la République par intérim ne pouvait qu'être heureux en posant la première pierre de cette infrastructure tant attendue. C'est un grand sentiment de satisfaction et également un sentiment d'espoir. Satisfaction parce que le fait qu'à travers le pays, on commence à poser de tels gestes et de tels actes, cela prouve que nous sommes quand même sortis de la période extrêmement difficile que le pays a traversée. Ça veut dire que le pays est totalement libéré, que la sécurité est revenue et que donc nous pouvons désormais penser au développement du pays et au mieux-être des populations du Mali. Espoir pour le cercle de Nara, pour la ville de Nara, qui va désormais connaître des jours moins incertains que ceux qu'il a connus. Mais ce n'est pas que ça. L'espoir par rapport à tout ce que cela implique comme perspective pour le cercle et pour la ville de Nara. Les populations de Nara, par la voix de leur maire, n'ont pas passé sous silence la réhabilitation des tronçons d'Idjini-Nara, Nara-Nyoro, une doléance à laquelle n'est pas insensible le natif de Nara. La ville de Nara, ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, oui, vous avez raison, c'est un petit regret
parce que en même temps que j'inaugure, enfin que je pose la première pierre de cette centrale, j'aurais pu aussi donner le premier coup de pelle pour la route du Nara. Je sais que le ministre de l'équipement et des transports a tout fait pour que cela soit. Mais malheureusement, il y a juste un petit détail qui a manqué et qui fait que probablement cela se fera dans les semaines à venir. En attendant la réalisation de ces routes, les populations n'ont pas boudé le plaisir qui leur était offert ce vendredi. Elles ont sorti tout ce qu'elles ont de plus précieux comme instrument de musique pour dire merci aux autorités maliennes. Sur un tout autre sujet, après N'Djamena au Tchad, le président élu de la République du Mali était hier à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta est venu saluer le chef de l'État ivoirien, le président en exercice de la CEDEAO, pour son engagement dans la résolution de la crise malienne. Le président Alassane Dramane Ouattara a saisi cette occasion pour féliciter Ibeka pour son élection à la tête de la magistrature suprême. Les deux présidents ont évoqué également le renforcement de la coopération bilatérale. Nous écoutons les deux chefs d'État au micro de nos envoyés spéciaux. Il s'agit donc de nos confrères, au micro de nos confrères de la RTI. C'est un ami que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien nous sommes fiers de la manière dont ces élections se sont déroulées au Mali, avec un taux de participation jamais égalé, dans la paix. Et aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour le score impressionnant qui a été le vôtre au premier comme au second tour. Le Mali est voisin de la Côte d'Ivoire. Le Mali est un pays important pour la Côte d'Ivoire, pour la CEDEAO, pour le continent africain, un pays de grande histoire, de vieille histoire, un pays respecté à travers le monde. Et les difficultés que le Mali a connues nous ont tous éprouvées. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses et notamment la réunification du pays, grâce à l'action des Maliens, de la France, du Tchad, de la CEDEAO, nous sommes heureux que ce processus électoral ait abouti à l'élection d'un président de manière démocratique. Je voudrais dire à Monsieur le Président que nous connaissons son expérience, son intégrité, et nous savons qu'avec lui, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali vont se renforcer davantage. Le Dr Alassane Ouattara est aujourd'hui en charge de notre communauté régionale, la CEDEAO, et quand l'on sait le rôle ainsi joué par cette communauté dans la résolution de la crise malienne, et au passage, il faut reconnaître, mon cher aîné, que n'ont pas été toujours très justes à l'endroit de cette communauté et de vous-même, et moi le premier, je le confesse volontiers. Mais un travail ardu, acharné, quotidien, a été fait pour que nous soyons aujourd'hui à ce stade. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui en capacité de gérer de nouveau l'État malien. Nous fûmes si proches d'en être définitivement et peut-être pour un temps très long écartés, car notre identité nationale a failli être profondément mise en cause. N'eût été votre sagacité, votre promptitude en tant que président de la communauté régionale à mettre en œuvre ce qui a été fait pour que la communauté internationale, au-delà de la nôtre, se soucie de nous, prenne conscience de la gravité de la situation du Mali et décide pour la première fois dans l'histoire contemporaine de venir unanimement au chevet d'un pays. De cela, Monsieur le Président, et de tout le reste, nous ne pouvons pas ne pas vous être reconnaissants. Pourquoi nous avions souhaité que notre première sortie fût pour la Côte d'Ivoire. Les agendas ont fait que cela a été légèrement différé
Mais veuillez bien croire que c'est avec le cœur très reconnaissant, très fier, que nous sommes ici aujourd'hui à vos côtés, fiers que ce soit vous, le frère, le plus que frère, de très proche, qui ait été à l'initiation de tout cela. Sachez que le Mali, vous en êtes reconnaissant et que nous serons avec vous, mon cher aîné, main dans la main, faire en sorte que la fraternité, dont j'ai dit qu'elle a été fondée par l'histoire, par la géographie et l'anthropologie, qu'elle se renforce chaque jour davantage pour que l'axe Abidjan-Bamako soit une nouvelle réalité des relations africaines avec lequel axe il faudra compter. En tous les cas, notre disponibilité est totale pour en faire en sorte que nous partagions les expériences heureuses que vous avez mises en œuvre ici, que vous tentez, et écoutez l'aîné que vous êtes, le soucieux du continent et de son devenir que vous êtes, de la place de notre continent dans le concert des nations, pas de manière mièvre ou mendier, mais à la manière des hommes libres, debout et dignes, qui partout aujourd'hui dans le monde conquièrent les places qui sont les leurs, l'Asie, l'Amérique latine. Et venant en Abidjan et voyant ce qui se passe ici désormais, je puis dire que l'émergence, votre souci et votre projet ne sont plus tellement du rêve, du domaine du rêve. La réalité commence à surgir de la terre africaine de Côte d'Ivoire. Mon cher aîné, c'est au nom de tout cela que j'ai plaisir aujourd'hui, étant ici en Abidjan, à connaître avec vous, à m'en inspirer et à me réjouir qu'une nouvelle ère dans nos relations bilatérales s'ouvre désormais. Voilà, c'était là les présidents Alassane Dramane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta au micro de nos confrères de la RTI. Retour ici à Bamako, 48 heures après les inondations survenues dans la capitale, le gouvernement était réuni hier autour du Premier ministre pour une réunion de crise. À l'ordre du jour, des mesures prises en faveur des victimes et les questions liées à la gestion des écoles qui ouvrent bientôt et qui pourtant accueillent présentement plusieurs sinistrés. Boubacar Sissoko. La gestion des conséquences de l'inondation du mercredi dernier a regroupé 7 membres du gouvernement autour du Premier ministre Django Sissoko. Il s'agit pour eux de non seulement faire le bilan du sinistre, mais aussi de coordonner les actions appropriées pour venir en aide aux nombreuses victimes. Il ressort de cette réunion que le bilan s'est alourdi. Nous avons recensé à la date d'aujourd'hui 34 victimes. Vous reconnaîtrez avec moi que la situation est très grave. Il nous appartenait de prendre à bras le corps la situation, ce que nous avons fait immédiatement depuis la fin de la réunion mercredi. Les ministres de l'administration, de l'économie et de l'action humanitaire, le ministre du développement social, le ministre de la sécurité étaient tous sur le terrain depuis le mercredi pour assister les victimes de cette situation. Il y a un certain nombre de sites qui sont déjà occupés par les victimes, essentiellement des écoles. C'est des sites provisoires. Il faudrait que nous prenions les dispositions afin que la rentrée scolaire ne soit pas perturbée encore par l'occupation de ces établissements par des populations sinistrées. En même temps, il faut venir en aide à ces populations du point de vue alimentation, du point de vue abri. Des produits alimentaires sont apportés à ces populations. Le gouvernement a également porté la réflexion sur des perspectives afin d'éviter de tels sinistres. Des médicaments sont mis à la disposition de ces populations pour répondre aux problèmes de santé qui peuvent se poser. Les couvertures sont mises à la disposition de ces populations, des habits. Tout cela mérite d'être coordonné. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ce matin autour du Premier ministre pour une meilleure coordination de ces opérations. Entendu, il y a un fonds qui est disponible au niveau de l'administration territoriale que le ministre a activé immédiatement. L'analyse de la situation de la catastrophe
nous autorise ou nous commande à réfléchir un peu sur les perspectives pour que de telles situations ne surviennent, parce que une telle catastrophe n'est pas une fatalité. Il est à rappeler que cette pluie diluvienne a durement frappé les populations des communes 1 et 4 du district de Bamako. Après les inondations du mercredi dernier, le Premier ministre est descendu ce matin sur le terrain pour constater les dégâts. Django Sissoko, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, s'est rendu également sur certains sites qui accueillent les familles sinistrées. En commune 1 et 4, qui sont les plus touchés à ce jour, on déplore 36 morts et 5 disparus. Le Premier ministre annonce que le gouvernement va débloquer urgemment 300 millions de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec Ibrahim Traoré. Juste avant la réunion des crises, les mesures d'urgence avaient été déjà prises par le gouvernement dans la fourniture des produits de première nécessité aux personnes victimes des inondations, compte rendu Traoré. Visite pleine de signification parce que signe de solidarité. C'est celle effectuée par le ministre de l'économie et de l'action humanitaire au groupe scolaire Baber Central de Korofina. C'est là où sont installées les personnes victimes de l'inondation du 28 août dernier. En guise de solidarité gouvernementale, le ministre Mamadou Namouri Traoré a remis au maire de la commune 1 pour les victimes 300 matelas, 50 tonnes de riz, 150 tonnes de maïs, 10 tonnes de sucre, 100 bidons d'huile et divers autres produits. La solidarité du gouvernement à l'endroit de ces populations qui ont été victimes de cette intempérie. J'en profite pour présenter les condoléances du gouvernement, de toute la nation entière, à ces familles qui ont été endeuillées. Et aussi souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Les autorités municipales ne sont pas indifférentes à cet appui. C'est un sentiment aujourd'hui de satisfaction au-delà de cette solidarité nationale qui a été exprimée en plusieurs temps. La solidarité au niveau local aussi s'est beaucoup exprimée. Il y a des gens qui nous ont secourus par des vivres, qui ont souvent apporté à manger dans les sites d'hébergement. Et il y a des gens qui nous ont donné des enveloppes, à commencer par le conseil municipal. Pour éviter des cas de sinistres comme celui du 28 août, des dispositions nouvelles seront prises. Il y a des leçons à tirer pour tout le monde, pour les collectivités locales, pour les personnes elles-mêmes concernées, mais aussi pour l'État, pour qu'on applique définitivement des réglementations qui sécurisent l'habitat des gens. Les gens ne peuvent pas vivre dans des conditions où à chaque fois qu'il y a une inondation, leur vie est en danger. À en croire la délégation ministérielle, des efforts sont en cours pour trouver d'autres sites afin d'accueillir les victimes, ce qui permettrait de libérer l'espace scolaire avant la rentrée des classes. Nous restons toujours avec le ministre de l'économie et de l'action humanitaire qui était hier également sur le terrain pour apporter l'aide des autorités aux populations sinistrées. C'est ce que nous dit Adibou Koulibaly. Des victimes et des importants, c'est le triste bilan causé récemment par les pluies diluviennes. Elles sont tombées le mercredi dernier sur l'ensemble du district de Bamako. Et c'est face à cette situation dramatique que les autorités ont bien voulu apporter leur aide aux familles victimes de la commune 4. Ce geste est un geste de solidarité nationale. Dès que les événements sont survenus, les services d'urgence se sont tout de suite mobilisés. Il était normal que le ministère de l'Action humanitaire aussi joue son rôle. Nous avons attendu tout ce temps parce que nous voulons connaître l'estimation exacte des besoins. Nous avons évalué les besoins urgents, les besoins sur lesquels il faut absolument apporter des réponses. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a de la nourriture qui est arrivée, il y aura des biens de première nécessité comme les matelas, les couvertures, etc. Et donc c'est un geste de solidarité, mais aussi c'est un geste qui doit s'accompagner de conseils à l'endroit des populations concernées. Donc il faut que l'ensemble de la communauté s'organise, les communes, les populations, le gouvernement, pour trouver des solutions à cet habitat dangereux le long des cours d'eau. Il faut tout faire pour y mettre fin. J'en profite pour présenter nos condoléances, les condoléances du gouvernement à l'endroit des familles qui ont perdu des êtres chers. Le geste de solidarité a été fortement apprécié par les bénéficiaires.
Quelles peuvent être les causes de ces inondations? En tout cas, les ouvrages réalisés pour l'évacuation de ces eaux d'écoulement sont souvent cités. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité certaines infrastructures. C'est ce que nous dit Abdraman Maïga. 3 ponts dans 3 communes différentes ont été sérieusement endommagés par les fortes pluies qui se sont abattues mercredi dernier sur le district de Bamako. Il s'agit du pont de Weweanko en commune 4, le pont près de l'usine malienne des produits pharmaceutiques en commune 2 et celui de Bankoni en commune 1. Sur ces sites, le ministre de l'Équipement et des Transports fait un état des lieux, des dégâts et voir les modalités pour l'entretien de ces infrastructures routières. Nous allons déjà, à travers la cellule des travaux d'urgence, intervenir promptement pour réparer les dégâts qui ont été causés sur les ouvrages d'art notamment. Du pont Weweanko en passant par celui de la commune 2 et de la commune 1, le constat est le même. Construction anarchique des maisons et l'ensablement des lits des cours d'eau occasionnés par des tas d'ordures. Ces facteurs, selon les responsables de l'équipement et des transports, ont été des éléments qui ont constitué un frein à l'écoulement rapide des eaux de pluie vers le fleuve Niger. Il faut que les populations comprennent et nos collectivités locales aussi comprennent que les lits des fleuves ne doivent pas être occupés. Déjà, les textes sont très clairs en la matière. Il faut un minimum de 50 mètres avant les lits du fleuve. Le respect de ces conseils associés à une petite dose de civisme permettront d'atténuer les conséquences des inondations. En plus de cela, les plus hautes autorités doivent une fois de plus prendre des mesures adéquates pour inciter les populations à respecter les normes en matière de construction. Parlons toujours des conséquences de ces fortes précipitations sur Bamako. Certaines artères du réseau routier étaient difficilement praticables mercredi dernier, un véritable calvaire pour les usagers. L'Agence nationale pour la sécurité routière a identifié les axes les plus touchés afin de prendre des mesures adéquates. Reportage Alidou Matina. Les pluies diluviennes qui se sont abattues mercredi sur Bamako n'ont pas épargné les voies publiques. En effet, plusieurs réseaux routiers du district, surtout à Sivininkoro et Bankoni, ont été endommagés. C'est dans ce sens que se situe cette visite de la Nazer en compagnie de la police nationale et de la mairie du district pour prendre des dispositions afin de faciliter la circulation des citoyens. Nous devons veiller à ce que le réseau routier soit en bon état de circulation. C'est à ce titre que suite aux pluies diluviennes, il était de notre devoir, sous l'impulsion du ministre de l'Équipement et des Transports, de faire le tour pour voir le réseau routier s'il n'est pas endommagé. Cette visite aura permis de relever des anomalies sur plusieurs petits ponts. Anomalies qui ont pour nom la faiblesse des garde-fous, la perte des remblais, l'effondrement des dalles, entre autres. On a fait le tour de Bamako. On a commencé par les communes les plus sinistrées, qui sont la commune 4 et la commune 1. Au niveau de ces deux communes, il y a eu des dégâts très importants sur tous les ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts. Et séance tenante, on a pris certaines mesures et la police, à des endroits, a pris des dispositions assez rapidement pour régler la circulation, pour que ces dégâts ne soient pas source d'accidents de la circulation routière. Il s'agissait surtout de prendre une mesure d'urgence afin de préserver et de protéger la vie des paisibles citoyens, surtout des usagers à deux routes. Nous avons constaté qu'en général, c'est sur le pont qu'il y a des problèmes. Le constat que nous avons fait ensemble au niveau de Oyango et de Sotiva. En ce qui concerne même Sotiva, ça m'a donné deux inquiétudes. Un problème de sécurité et un problème de fluidité. Consciente de l'urgence, l'Agence nationale de la sécurité routière va saisir rapidement le ministère de l'Équipement pour réparer ces différents dégâts constatés sur beaucoup de réseaux routiers. Sur un tout autre plan, les acteurs de l'interprofession du secteur coton disposent désormais d'un site. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu hier au siège de la structure ici à Bamako. L'objectif de la création du site est de fournir aux acteurs toutes les informations relatives au secteur coton. Compte rendu Garibou Pérou. L'interprofession du coton a désormais son site web. Tapez tout simplement www.ipc-mali.org. Cette plateforme de communication et d'information de l'IPC est le résultat d'une collaboration entre les projets d'appui à la filière coton. C'est pour dire qu'une relation solide est en train d'être tissée progressivement entre les différents acteurs. Entre les producteurs et ses commerçants, entre les producteurs, les vendeurs des intrants. D'un clic, on peut savoir quelle est la nature
des besoins pour cette campagne. Et en fonction de cette relation-là, le clic d'intérêt, ce qui devrait faire un mois pour pouvoir être arrangé, en un clic c'est arrangé. Il va en être de même entre les producteurs et les artisans qui ont besoin du coton fibre pour pouvoir faire leur tissage. Très impressionné par son paysage, Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, estime que ce site va résoudre beaucoup de problèmes auxquels le secteur cotonnier est confronté. Ce site-là, je pense que ça va nous permettre de nous connaître et connaître le problème des autres. Et ça, c'était très très important. Si on doit faire les appels d'offres, c'est rapide de mettre sur ce site-là. Bon, si on doit faire des recrutements, je pense que c'est rapide. Créé par Citan Informatique, le site est hébergé en Suisse. Il offre aux usagers, comme tout site professionnel, diverses rubriques telles que la présentation de l'IPC, celle de la CMDT, des publications, des contacts, des liens utiles et bien d'autres. Tout reste maintenant à assurer l'animation pour l'intérêt général des Maliens. Une caravane pour véhiculer des messages de paix pour une stabilité nationale au sortir d'une crise et d'une élection présidentielle réussie. L'événement s'est déroulé à Sikasso, une initiative du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO avec l'appui de ONU Femmes. Reportage Sekou Konaté. Mise en œuvre à Sikasso par la Convergence des femmes rurales pour la sécurité alimentaire, la présente campagne de sensibilisation pour la paix et la stabilité nationale a donné son coup d'envoi avec une caravane qui a pris le départ à la tribune du Mamelon de Sikasso. C'est dans la paix qu'on peut se développer, c'est dans la paix qu'on peut aller de l'avant, c'est dans la paix qu'on peut avoir tout ce que nous voulons sur la terre. C'est pour cela que l'initiative de cette journée a été donnée aux femmes pour qu'elles puissent l'organiser et puis informer les autres femmes et puis informer les jeunes parce que les femmes et les jeunes, c'est eux qui vont ensemble. En sillonnant la ville de Sikasso, les caravaniers sont allés porter différents messages, tous en rapport avec la paix. Tout un symbole. On a besoin que les femmes vraiment se lèvent pour porter la voix du peuple. Parce qu'elles ont vraiment le devoir d'abord de le faire et elles sont les mieux placées pour le faire. À l'accueil, de nombreuses femmes étaient là autour des autorités régionales pour lesquelles l'initiative est à saluer. Des initiatives de ce genre contribueront largement à engager les gens dans la voie de la paix, à contribuer à la résolution des problèmes qui sont posés après la crise, à recoudre le tissu social. Et donc c'est une très bonne initiative qui doit être étendue à d'autres territoires, sinon à d'autres régions. Et les initiatrices de livrer des messages pour inviter les femmes de la région de Sikasso à servir de relais pour véhiculer les messages de cohésion nationale, car sans paix, point de développement. Sport, football, Coupe de la Confédération, phase des poules, ça passe ou ça casse pour le stade malien de Bamako qui a obligation de victoire face à l'Étoile du Sahel de Tunisie. La rencontre, c'est cet après-midi, Piragatou Sissé. En retard considérable sur les deux premières places qualificatives pour la demi-finale, le stade malien joue contre la montre dans cette poule A, Coupe de la Confédération. Les Blancs ont 1 point, tandis que le club sportif Sfaxien de Tunisie compte 9 points, l'Étoile du Sahel 4 points et Saint-Georges 3 points. La phase aller étant terminée avec son chapitre de déception, la phase de retour doit être celle de la résurrection pour le vainqueur de l'édition 2009. Je pense que c'est un match très capital pour nous. C'est notre dernière chance pour pouvoir espérer se qualifier. On va essayer de mettre le maximum pour gagner ce match-là. Sinon, notre survie dans la compétition va s'arrêter. L'ambiance hier, on compte beaucoup sur les supporters. On pense qu'ils sont là aussi derrière nous. Ils vont nous supporter jusqu'au bout. Mais avec la détermination, je pense qu'on peut aller loin. Ce samedi, face à l'Étoile sportive du Sahel de Sousse, la pression sera sur les épaules des Blancs. On ne sait pas ce que l'adversaire va nous proposer, on ne sait pas trop non plus nous dans quelle forme on peut être. J'espère simplement que tout se passera bien et que mon équipe fera un bon match pour amener une victoire de ce déplacement, la victoire qui nous est maintenant indispensable. L'Étoile se contentera peut-être de circuler le ballon et guetter la moindre défaillance pour marquer. C'est au stade malien de Bamako de faire le jeu, même sur terrain adverse, et croire en ses chances. Pour ce voyage à Sousse, le stade malien va être confronté à d'énormes difficultés liées à l'organisation. Le département des sports est plus que jamais interpellé. Au
pour des voyages, les équipes maliennes ne vont pas dans des conditions idéales. Souvent, c'est difficile, mais quand même, une équipe qui se déplace et qui a l'ambition de gagner doit mieux. En réussissant un match héroïque en terre tunisienne, le Stade malien de Bamako aura lancé un avertissement à ses prochains adversaires des 5e et 6e journées de la phase de poule. Bonne chance au Stade malien de Bamako, toujours sport, mais autre discipline. Angola, Égypte, c'est l'affiche de la finale de l'Afro-Basket masculin Abidjan 2013. En demi-finale, hier, l'Angola a battu la Côte d'Ivoire 66-59. L'Égypte, elle, a créé la sensation en écartant le Sénégal 70-63. Angola, Égypte à suivre en direct sur la télévision nationale à partir de 18h30. Auparavant, le match de classement opposera le Sénégal à la Côte d'Ivoire à 16h. Voilà, c'est la fin de ce journal.